La suite du journal, comme annoncé, c'est avec Moussa Niang, président du Conseil national des artisans du Sénégal. Le prétexte, ce sont les chiffres annoncés par le ministère du Travail. Monsieur Niang, merci de répondre à l'invitation de Sunu Label. Bonsoir à toute votre équipe. Merci pour l'invitation. Alors, comme le CNP de Baïdi Agne, le CIS de Babacar Ngom, le Conseil national des artisans du Sénégal, c'est quoi le contenu? Bon, le Conseil national des artisans du Sénégal, c'est le patronat de l'artisanat. Le patronat de l'artisanat regroupe des entreprises artisanales. Je pense que ce conseil a eu à naître avec l'avènement du recensement général des entreprises du Sénégal. On a eu à compter les artisans du Sénégal, qui dit compter les artisans sur un recensement des entreprises, dit que ces artisans sont considérés comme des entreprises. Et nous avons sauté sur l'occasion pour créer une entité qui regroupe des entreprises artisanales, vu sa spécificité, pour pouvoir jouer un rôle d'alerte, mais un rôle aussi de proposition pour conscientiser ces artisans, pour leur dire que désormais vous êtes des entreprises. Donc, qui dit entreprise dit aussi des artisans qui doivent contribuer à l'économie de ce pays. Alors, je l'ai cité tout à l'heure en CIS, CNP, on les entend tous les jours, voilà, à travers des actions concrètes. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites, voilà? Bon, je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire notre credo, c'est de conscientiser ces artisans, ces entreprises artisanales à plus de réactivité. Plus de réactivité aussi à les conscientiser qu'elles doivent contribuer à l'économie de notre pays. Vous savez la taille de l'artisanat, parce que beaucoup sur le plan national, on considère pratiquement ce secteur comme une partie du secteur informel. Mais en réalité, ces entreprises artisanales ne sont pas du secteur informel, parce que tout simplement, ces entreprises sont censées être répertoriées au niveau des chambres de métiers. Donc, au niveau des régions. Au niveau des chambres de métiers, dans toutes les régions, il y a des chambres de métiers. Donc, il y a le répertoire aussi de ces entreprises artisanales. Nous les conscientisons à aller se faire répertorier au niveau de ces chambres de métiers, au niveau aussi à être des contributeurs au niveau de l'économie, mais aussi à s'affilier, oui, quand on parle d'entreprise citoyenne, c'est ça, et à s'affilier aussi au niveau de l'IPRES, mais au niveau aussi de la Caisse de sécurité sociale, pour peut-être préserver ce potentiel humain qui représente ce conglomérat d'entreprises. D'accord. Alors, quand on parle d'artisanat, on met tout dans ce lot. Quels sont ces différents métiers qui composent l'artisanat sénégalais? Bon, vous savez, l'artisanat, c'est trois sections. On parle de section production, section service et section art. Il y a la section production, on peut citer pratiquement comme les menuisiers métalliques qui sont dans cette section. Il y a la section service, on peut citer les mécaniciens qui offrent des services. Il y a aussi section art, on peut citer les maroquiniers, les bijoutiers, etc. Tout ça, c'est différentes sections. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous accompagnez les entreprises à se formaliser. Est-ce que réellement, sur le constat, cette sensibilisation-là a eu des résultats? Parce que voilà, tout ce qu'on voit, c'est des ateliers un peu partout dans Dakar, mais ils ne sont pas considérés comme des professionnels, comme des entreprises qui doivent fonctionner. Non, je vois, c'est-à-dire, il y a l'approche, mais ici, l'approche est différente parce que quand on parle de formalisation, vous vous rappelez du symposium en 2010 organisé par le président de la République d'alors, Abdoulaye Wade, qui avait fait un symposium à King Fahd sur la formalisation. Mais là, c'est les artisans qui veulent cette formalisation. Parce que tout simplement, auparavant, on disait que si vous parlez de formaliser une entreprise, le leader va vous dire que mais vous ne pensez qu'aux impôts. Nous, on les sensibilise. Souvent, c'est la réticence des... Exact. Voilà. Donc, il y a un projet IATEL qui est là avec la Direction générale des impôts et domaines. Nous, on les a
écrit une missive pour leur dire que c'est une entité qui est là, qui veut être formalisée, qui veut accompagner ses membres à se formaliser, à être des contributeurs de l'économie. Voilà. Donc c'est quelque chose de rare, mais c'est là. C'est rare et c'est salutaire. Maintenant, là, vous payez vos impôts à l'État vis-à-vis de, voilà, de vos actions que vous menez. Est-ce qu'il y a une contrepartie? Est-ce que voilà, il y a les marchés de l'État qui viennent vers vous? On en a parlé, hein, le pourcentage attribué à l'artisanat. D'accord, oui, il y a un projet, comme le président avait émis le vœu qu'il va mettre 15% du mobilier dédié aux artisans. Je pense qu'il y a un programme du mobilier national dont je salue au passage. Est-ce que c'est effectif ce programme-là? Oui, c'est effectif. C'est vrai que dans tout programme, il y a eu des manquements. Il faut impliquer les uns et les autres. Il faut impliquer... Parce que nous déplorons déjà... Bon, il faut impliquer quand on parle d'implication. C'est-à-dire que nous exigeons des mandats patronaux au niveau de ces instances, comme au niveau du programme mobilier national, pour la présence des acteurs réellement. Pour pouvoir un peu apporter leur contribution à l'élaboration des politiques dont ces entreprises sont la cible. Effectivement. La pertinence de ma question, c'est que voilà, l'exemple que je peux donner, quand vous venez à Label, cette table-là, c'est fait par des artisans sénégalais. Quand vous allez dans une direction, un ministère, voilà, un service de l'État, voilà, ce que l'on voit, c'est souvent exporté. En réalité, bon, moi, j'ai eu, c'est vrai, à visiter des bureaux de grandes personnalités, comme exemple l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat. Tout ce qui est là-bas, c'est fait par des artisans sénégalais. J'ai eu à visiter, exemple, le bureau du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, M. Amadou. Tout ce qui est dans son bureau, c'est fait par des artisans sénégalais. C'est pas minime par rapport au... Voilà. Non, c'est minime. C'est-à-dire, pour donner un exemple... Diamniadio, par exemple, c'était l'occasion, voilà, de donner tout ce marché-là aux artisans. Mais c'est ça, mais c'est-à-dire, je pense que les artisans sont conscients qu'il faut plus d'expertise, parce que tout simplement, il y a beaucoup de structures qui gravitent autour de l'artisanat, qui sont censées les accompagner pour plus d'efficacité, mais plus de production, plus de qualité. Donc, Anamo, par exemple. Anamo, il y a Anamo, il y a APDA, il y a 3FPD pour la formation, il y a Fondef. Il y en a beaucoup qui gravitent autour de l'artisanat, qui sont censés les accompagner pour plus d'efficacité, mais plus de finition aussi. Surtout, ça allait être la prochaine question. Est-ce que là, vous faites des efforts aussi? On a beau avoir l'ambition de soutenir le secteur privé, dont l'artisanat, mais est-ce qu'il y a une volonté manifeste de vous, vous les acteurs, à voilà, vous améliorer? Bien sûr qu'il y a une volonté manifeste. Moi, je disais à Monsieur le Président de la République, ces entreprises artisanales qui ont besoin d'être accompagnées dans vos voyages de prospection, il faudra les amener avec pour qu'ils puissent se frotter avec ce qui se fait ailleurs. Pour plus d'efficacité, plus d'excellence. Je pense que la volonté politique est là pour accompagner l'artisanat. Il faut que les artisans aussi acceptent d'être accompagnés, aussi d'être formés aussi, de renforcer leurs capacités pour pouvoir aussi gagner à ces différents marchés publics. Parce que nous ne prenons pas aussi la médiocrité, il faut prôner aussi l'excellence. Je pense que c'est ça. Alors, je rappelle que nous recevons dans l'invité de la rédaction Moussa Niang, il est le président du Conseil national des artisans du Sénégal. Alors, l'artisanat, vous êtes pourvoyeur d'emploi. On a vu récemment le ministère du Travail annoncer des chiffres. Apparemment, voilà, il y a beaucoup plus d'entreprises qui ferment que voilà, des entreprises qui réussissent au bout de 6 mois. Est-ce que vous, au niveau du cadre que vous dirigez, vous avez fait le constat? C'est vrai, j'ai vu un peu ce rapport du ministère du Travail, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu à fermer. Il y a beaucoup eu de pertes d'emploi, mais leur conclusion sur le plan global, c'est positif. Mais je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, c'est un contexte mondial qui est là. Parce que tout simplement, nous sortons d'une crise, bon, je pense que la crise est toujours là déjà. Certes, l'impact a baissé, mais c'est toujours donc le Covid-19 est toujours là. Je pense que c'était une pandémie qui était là, et dont les autorités ne maîtrisaient pas tous les soubassements. Donc,
il y a eu beaucoup de pertes d'emploi, beaucoup de temps de travail qui était amoindri. Donc je pense que tout simplement, c'est vrai que aussi, c'est des statistiques qui sont là, mais sur le plan des entreprises artisanales, je pense que est-ce qu'on a les vraies statistiques? Parce que comme je l'ai dit tantôt, nous sommes sur la phase de formalisation parce que M. le Président de la République a mis en place actuellement un ministère qui se dit artisanat et transformation du secteur informel. Donc je pense que c'est une volonté manifeste d'insister pour aller vers la formalisation. Donc, est-ce qu'on maîtrise les données statiques nécessaires de ce secteur? Moi, personnellement, je vais dire non. Pour développer un secteur, il faut déjà maîtriser les données de ce secteur. Je pense que nous allons mettre à pied d'œuvre pour la maîtrise des données du secteur de l'artisanat. Qui dit données dit le nombre d'entreprises formelles, le nombre d'entreprises informelles qui sont dans ce même secteur. Cela participe même de l'efficacité de certains Exactement, des politiques sur tout ça. C'est pourquoi nous exigeons ces mandats patronaux au sein de toutes les structures qui gravitent autour de l'artisanat pour pouvoir apporter notre grain de sel pour plus de productivité, mais plus d'efficacité, plus d'élargissement de l'assiette fiscale pour le développement de ces pays. Effectivement. Il y a aussi ce programme-là, l'État employeur, voilà, le fait que l'État prend en charge un certain nombre d'employés d'une entreprise. Est-ce qu'il vous arrive de bénéficier de ce programme? Bon, pour le moment, je pense qu'il y a peut-être une fine minorité qui arrive à bénéficier de ce mécanisme qui est à saluer d'ailleurs. État employeur, tout simplement. Je pense que, mais c'est à nous aussi d'encore d'aller solliciter aussi, de conscientiser aussi les leaders des entreprises artisanales à aller pour bénéficier de ce mécanisme qui est à saluer quand même. Est-ce que aussi souvent on ne peut pas reprocher au secteur de l'artisanat d'attendre tout des autorités de l'État? Souvent il faut savoir profiter de certaines occasions, par exemple la crise sanitaire, tout est fermé, il n'y a pas de voyage, il n'y a pas d'exportation. Est-ce que là aussi avec cette forte demande, vous faites des efforts pour satisfaire le marché? C'est vrai que c'est important ce que vous dites, c'est-à-dire vous parlez de la capacité d'adaptation de ces entreprises artisanales. On l'a montré du temps du Covid, parce qu'il y a un moment où on n'avait pas de masque, où les pays développés ne produisaient pas de masques. Donc, on attendait tout de ces pays développés. Mais c'est nos artisans, nos couturiers qui ont eu à faire des masques et on les a utilisés. Je pense que c'est à saluer. Bon, il y a un moment aussi, comme vous le dites, nos territoires ont été fermés, personne n'allait, personne ne venait. Donc, c'est nos artisans qui ont eu à faire des savons, des gels, tout ça. Les artisans ont réussi à montrer leur capacité d'adaptation par rapport à cette crise. Je pense que s'il y a quelque chose de positif, c'est que cette crise a révélé beaucoup de choses. Il faut compter sur soi-même d'abord. Exactement, il faut compter sur soi-même pour pouvoir aller de l'avant. Je pense qu'il faut insister pour développer ce secteur qui est le vivier de micro-entreprises, de micro-industries. Je pense que c'est l'artisanat. Je pense que si on parvient à les accompagner, si on parvient à faire de telle sorte qu'on a un environnement propice au développement de ces entreprises artisanales, je pense que c'est ça le gage du développement de notre cher pays. Effectivement. Et vous évoluez dans le secteur de l'or. Le Sénégal est producteur d'or. Pourtant, là, on a l'impression qu'on ne voit pas l'or venant du produit du Sénégal. Oui, c'est un constat ou bien voilà? Non, en réalité, c'est la triste réalité qui est là, parce que c'est vrai, bon, j'évolue dans le secteur de l'or, je suis un leader de l'Association nationale des bijoutiers du Sénégal. J'ai eu à diriger cette association 10 ans, donc je maîtrise ce dossier. Donc, en 2013, le président avait émis le vœu qu'on dédie un quota aux bijoutiers sénégalais. Avant l'exportation Oui, avant l'exportation. Il avait négocié avec Sabodala Gold Operation pour qu'il nous donne un quota dédié aux bijoutiers sénégalais.
Mais malheureusement, il n'y avait même pas de texte qui régisse ces comptoirs. C'est vrai qu'on a eu à élaborer des textes avec vous heurtez à un vide juridique qui n'impose rien à ces on a eu à élaborer des textes, donc d'où la mise en place des textes, des arrêtés pour l'établissement de comptoirs. Et là, nous avons mis en comptoir, nous, les bijoutiers du Sénégal, en 2017, au niveau de Soumbédioune, il y a un comptoir des bijoutiers du Sénégal. Mais malheureusement aussi, on s'est heurté à une autre contrainte, c'est-à-dire la taxe sur la valeur ajoutée. Automatiquement, bon, le directeur de Sabodala Gold nous a dit que j'ai allé visiter les impôts et domaines. Ils nous ont dit qu'automatiquement, il faut normalement qu'il y ait une taxe sur la valeur ajoutée. On est en train de négocier avec la nouvelle équipe des bijoutiers du Sénégal. On a des pourparlers avec le directeur général des impôts, M. Bassirou Sambagnas, qui est vraiment ouvert, qui est accueillant, qui est sensible à cette contrainte majeure. Parce que si tu n'as pas de matière d'œuvre, or ni argent, tu ne peux pas transformer, il n'y a pas de travail. Alors qu'il y a la demande. S'il n'y a pas de travail, tu ne peux pas même investir sur les équipements pour pouvoir travailler. Donc c'est ça qui plombe la bijouterie sénégalaise. Je pense qu'actuellement, on est en avance sur des pourparlers pour exonérer ce problème. Je pense que ça va bientôt terminer. Mais quand même, c'est un paradoxe, parce que tout simplement, dans toute ressource, ce qui est mieux... Quand on est producteur, ça doit se sentir. Mais il faut le transformer localement, parce que si vous transformez, quelle que soit cette matière d'œuvre localement, tu es en train de créer de l'emploi. Tu es en train de renforcer des entreprises. Tu es en train d'élargir de l'assiette fiscale. Et c'est l'option qu'a pris récemment le président de la junte militaire au Mali, d'exiger des entreprises étrangères de transformer sur place avant d'exporter. Oui, mais là, peut-être, l'or, on ne pourra pas partout transformer, mais pour plus de lisibilité, pour plus de visibilité, il faut mettre en place aussi des raffineries pour affiner l'or au niveau Sénégal, pour savoir ce qu'on a, ce qui sort de nos sous-sols, parce que c'est des richesses qui sont épuisables un jour ou l'autre. Et puis je dis très souvent que les générations futures vont nous demander, vous aviez de l'or en un moment donné, qu'est-ce que vous en avez fait et quelles sont les réalisations que vous avez faites. Et il faut aussi accompagner nos femmes à avoir de l'or, parce que l'or c'est de la richesse. C'est très prisé par la femme. C'est une valeur refuge d'ailleurs. C'est une valeur refuge. Donc tout simplement, je pense qu'il y a la volonté du président de la République, il y a la volonté aussi peut-être des impôts et domaines. Je pense que ça sera bientôt mauvais souvenir. D'accord. On va terminer sur ça. Je l'ai dit à l'entame de mes propos. On entend souvent le CIS dirigé par Babacar Ngom, le CNP de Baye Diagne. Vous, votre cadre, voilà, vous ne manquez pas de communication? Bon, je pense que je vais saluer un peu le CNES, Conseil national des employés du Sénégal. Nous, tout à fait à nos débuts, on a eu à collaborer avec M. Mansour Kama, que Dieu ait pitié de son âme. On continue à travailler avec aussi le directeur exécutif Mortala Khan et le président Youssou Diop. Je pense que aussi pour le cas du CIS aussi, on a été invité par monsieur le président Babacar Ngom. Il y a les jeudis du CIS, on a été invité parce qu'il parle aussi de l'artisanat. Parce que l'artisanat est un levier fort. Si prend garde, on peut aller de l'avant pour avoir des micro-entreprises, des petites et moyennes entreprises. Je pense que quand vous voyez l'Inde, quand vous voyez l'Italie, c'est des fabricants, pas de fabriques, c'est des entreprises, tout simplement. Je pense que le Sénégal a cette architecture. Il faut aussi avoir un environnement favorable à l'éclosion de ces entreprises artisanales, au développement de ces entreprises artisanales, au mécanisme de renforcement de ces entreprises artisanales et à plus de lisibilité aussi, à l'accès à l'information. D'accord. Surtout la valorisation de vos métiers, parce que le jeune Sénégalais qui est diplômé de nos universités, souvent, voilà, il n'apprécie pas certains métiers. Il ne vous appartient pas de valoriser ce Non, mais métier. on est en train de valoriser certains métiers, parce que tout simplement, vous parlez du marketing de nos métiers. Voilà.
comment faire pour faire épouser nos jeunes à ces différents métiers. Parce que tout simplement, je pense que moi qui vous parle, j'ai eu à avoir une maîtrise en sciences de la vie et de la terre, à faire une attestation d'études approfondies en biochimie et produits naturels. C'est bon de le savoir, hein, de dire à ces jeunes-là. Justement, il faut aller vers, il faut montrer, comme vous le dites, hein, certaines success stories qui sont là, qui actuellement peut-être emploient 3 ou 4 ou 5 personnes qui étaient dans les artisans, la menuiserie, la mécanique, etc. tout simplement. Et parce que tout simplement, nos jeunes, ce qu'on leur montre, c'est peut-être le footballeur, c'est bien, mais bien le lutteur, c'est bien. Mais il faut aussi oser leur montrer les hommes de métier qui ont eu à réussir à avoir de grandes entreprises. Je pense que c'est ça. Et je pense que j'ai entendu aussi tout dernièrement avec la visite du ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, quand il visitait je pense que c'est lors du BFM là. Ah d'accord, les centres d'examen. Mais il a dit qu'il va changer un peu le paradigme pour voir les différentes orientations à partir du BFM. Je pense que c'est une bonne chose. Comme ça, l'élève va... C'est manier ses mains, c'est faire quelque chose. Je le disais très souvent que l'élève qui est là, ou bien si vous avez votre petit enfant qui est là, dès le bas âge, vous connaissez un peu les aptitudes. Il commence à développer certaines aptitudes. Il faut bien les regarder et bien l'orienter. Souvent, on détecte à partir de là son métier futur. Justement. Mais pas tout simplement l'étude classique, comme vous le savez. On a la maîtrise, mais on ne sait rien faire. Juste une formation académique, on n'a aucune qualification. Je pense que le Sénégal aussi doit réfléchir sur... Parce que tout simplement, nous avons, sur le plan démographique, plus de 70% de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Comment faire? Je pense qu'il faut réfléchir. Il y a des programmes quand même qui sont là, avec PF2E, qui est là, école entreprise. Quand on parle d'école entreprise, donc tu as l'école, tu as le métier. Je le disais très souvent que nous, on a grandi sur l'école entreprise. Quand on était dans l'atelier, familial déjà. Même en même temps aussi, on était dans les écoles. En tout cas, cette option-là doit être épousée par ces jeunes Sénégalais qui sont à la recherche du premier emploi. Je vous rappelle que nous recevions M. Moussa Niang, il est le président du Conseil national des artisans du Sénégal. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sunu Label TV. C'est un plaisir. Merci à vous et bonne continuation à toute l'équipe. C'était l'invité du journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.